Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Droit à la parole, une émission que vous aimez, une émission qui nous accompagne depuis plus de 20 ans. Dans la vie, il y a comme ça des hommes et des femmes qui sont les témoins. Les témoins de la vie que nous menons, ils peuvent témoigner de ce que nous avons fait comme effort. Ils sont la mémoire vivante de ce que nous avons fait comme action. J'ai le plaisir donc de recevoir un témoin. Il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas autant que nous pouvons en avoir. Un témoin de la vie, parce que ça fait déjà plus de 20 ans que je la reçois dans cette émission Droit à la parole. Cette personne, elle a pratiquement constitué le fil de ma propre professionnalisation. Et c'est normal qu'aujourd'hui je puisse la recevoir, pas parce que j'en ai seulement besoin, mais aussi parce que vous avez besoin de son témoignage. Mon plaisir est grand de recevoir Bernadette Fundo. Bonjour madame. Bonjour, Monsieur Kalengai. Voilà, ça fait beaucoup d'années que vous acceptez mes questions, vous acceptez mes émissions. C'est toujours avec autant de plaisir. La dernière fois que nous avons fait une émission, il y a très très longtemps, vous étiez en plein combat politique. Et depuis lors, l'eau a coulé sous les ponts. Et Bernadette Pondou, c'est quelqu'un qui a toujours encore sur son arc des nouvelles cordes. La corde d'aujourd'hui, vous êtes vice-présidente de la Chambre des mines. Exactement. Et cette Chambre des mines est le pivot de notre économie nationale. Exactement. Parce que les ressources les plus importantes de notre budget viennent effectivement des opérateurs miniers qui sont membres de la Chambre des mines. Exactement. Mais je vous recevais avant cela d'abord comme femme, parce que le combat pour la femme, le combat pour le droit de la femme, vous l'avez assumé pendant de longues années. Exactement. Vous avez donc compris que nous allons parler de la femme, et nous parlerons aussi des mines. Exactement. Voilà. Alors, le combat de la femme, quand vous le regardez de manière rétrospective, je vous ai reçu en 2004, nous parlions de cela. En 2005, en 2006, nous avions pratiquement comme ça un rendez-vous chaque mois de mars. Quand vous regardez de manière rétrospective le combat de la femme, aujourd'hui, avec la nomination pour la première fois d'une première ministre, pouvons-nous dire que la femme a gagné son pari? Est-ce que le combat a été victorieux? Vous savez, tout combat atteint toujours un point de maturité, de maturation. Et, euh, et quand on est mature, quand un combat ou une quelconque autre chose dans la vie, il y a toujours des fruits délicieux. Et quand il y a des fruits, ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Ça veut dire qu'il y a toujours une régénérescence, il y a toujours... Mais c'est déjà un point, un existant qui permet de pouvoir faire des bilans, de pouvoir dire que bon, ça a servi à quelque chose. Quand on a arrosé une plante et que ça fleurit, on se dit que oui, c'est pas la dernière fleur. Et je vais continuer à arroser pour d'autres fleurs, je veux dire pour plus de résultats. Oui, vous savez, je vous ai toujours dit, et Monsieur Kalinga, je n'ai pas changé. Je ne suis pas féministe. Mais je pense qu'aujourd'hui, la conscience qu'a atteint la femme de son humanité et de son humanitude, ce sont toujours mes mots, je n'ai pas changé, Oui. a apporté des résultats que nous voyons aujourd'hui. Mais ça ne fait pas de la femme un être à part. Ça fait tout simplement de la femme un être normal qui subit les évolutions et sociétales et circonstancielles qui font que plus elle y va, plus elle affine ses armes, ben, elle arrive à avoir des solutions parce que bon, à rester trop longtemps dans un combat, on finit toujours avec la patience, on finit toujours à avoir une victoire. Nous avons actuellement marqué quand même notre histoire des femmes en République démocratique du Congo marque quand même un temps très très fort et qui montre que bon, le plaidoyer, tout ce que nous avons pu faire jusqu'aujourd'hui a abouti. Mais bon, mais maintenant, cet aboutissement, est-ce que ça sera un aboutissement plein et définitif et que nous allons nous en contenter ou nous allons aller dans les méandres du combat pour extirper ce que nous n'avons pas pu exposer sur la surface? Il y a énormément de choses encore qu'il y a à faire. Il y a énormément de choses. Et on se dit, nous avons une première ministre, pour revenir maintenant aux faits,
nous avons une première ministre. Hier, on avait aussi pour la première fois une ministre des Mines. Oui. Une ministre des Mines. Et une présidente de l'Assemblée nationale pour la deuxième fois. Une présidente de l'Assemblée, voilà. Exactement. Et puis bon, là, par exemple, dans le secteur minier, une première femme vice-présidente de la Chambre des Mines. C'est pas anodin. J'essaie juste de dire que nous sommes en train de récolter des fruits. Bon, maintenant, il faut que nous puissions nous rassurer que ces fruits-là vont effectivement nourrir la faim de la justice, nourrir la fin de nos ambitions et nourrir la fin de l'accomplissement de la femme. C'est très, 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 très important de pouvoir le relever. Et en le disant, vous touchez du doigt une vraie problématique et vous montrez effectivement que le combat a atteint une certaine maturité. Et parce que justement, en parlant de maturité, il y a eu des fondamentaux. Oui. Nous allons faire une petite surprise. Il y a quelques années, je vous recevais toujours sur ce plateau de droit à la parole. Évidemment, j'avais moins de barbe blanche, j'étais un peu mince dans ma jeunesse. Moi aussi, j'étais peut-être un peu moins enrobé, mais bon... Voilà, donc je vous recevais et nous parlions effectivement de la femme et des difficultés que la femme rencontre. C'est comme ça que nos autorités doivent comprendre qu'il n'y a pas de hasard, hein, que vous venez de le dire, tout combat finit par porter des fruits. Nous allons demander à la régie de nous faire un extrait simplement de quelques propos que vous avez tenus, je crois qu'il y a, c'est en 2011, donc ça fait déjà 13 ans. Suivons. Je me dis que je l'ai souvent dit, hein, ça c'est d'abord en premier, j'ai dit toujours en premier que la vie est un combat. Même si beaucoup de philosophes ne partagent pas ce point de vue-là, et la vie quand même requiert de chaque être humain de beaucoup de savoir-faire, de beaucoup de connaissances de soi-même et aussi de beaucoup de discernement pour pouvoir en tirer un bonheur quelconque. Mais alors, pour une femme, quand elle n'a pas encore fait ce combat-là en elle-même, la vie peut être réellement dure. Et c'est par compassion à la dureté, à la souffrance de cette femme-là qui pense encore que le plafond en verre qui est au-dessus d'elle est seulement au-dessus d'elle et qui ne se rend pas compte que le plafond en fait est vraiment à l'intérieur d'elle-même. C'est par rapport à cette femme-là, ce combat-là, que moi je m'implique et je me dis, je suis fier d'être une femme, je suis fier des combats que j'ai menés moi-même. Et je suis fier des avancées que nous arrivons à faire dans le pays parce que bon, il faut quand même le mentionner. Nous avons un taux de participation, peut-être comme vous venez de le dire, nous sommes à côté de l'Afghanistan, c'est vrai. Mais quand vous regardez par exemple le combat lié aux violences faites aux femmes, ce n'est pas un combat en lui-même qui concerne le Congolais en tant que mâle contre la Congolaise en tant que femelle. Mais c'est un combat tout simplement qui est lié à un contexte économico, politico, militaro, socialo, internationalo, tout ce que vous voulez, qui fait que bon, il y a une grande présence, une forte présence militaire dans notre pays, qui n'est pas seulement la présence des FARDC et des combats que nous ne pouvons pas analyser ici, disséquer ici, qui ont comme conséquence évidemment une violence très forte sur la femme. Ouais, voilà, que la femme reçoit ça, au fait, comme elle a toujours reçu tous les maux de la vie. Et c'est très très poignant quand on rentre dans ces considérations-là, de cette forme-là de la souffrance. L'accès, c'est l'ambition qui détermine. Donc ça, c'est le volet le plus important. L'accès, c'est l'ambition qui décide. Et quelle est la place que donne l'ambition? Quelle est la place que la femme donne à l'ambition dans sa vie? Parce que l'ambition est considérée comme quelque chose de phallique, c'est-à-dire le désir impérieux d'arriver à quelque chose, le désir visible d'arriver à quelque chose, ça appartient aux hommes. Quelle est la part que la femme donne réellement à son ambition dans sa vie et quelle est sa part de combat pour réaliser sa propre ambition? Exactement. Il y a un problème réel. Effectivement, dans le thème, comme on dit, on parle du problème de la formation. Effectivement, bon, regardez, il y a plusieurs campagnes. L'UNICEF a mené une campagne et continue à mener cette campagne. Toutes les filles à l'école. Toutes les filles à l'école. C'est une campagne qui a vraiment fait, qui a bien cheminé et qui nous a permis d'avoir à peu près 30% de nos filles à l'école. Ce sont les femmes de demain qui parleront. Donc, ce débat-là, je pense que c'est vraiment un débat qui n'est pas réellement à projeter dans 20 ans. Parce qu'elles seront responsables, elles pourront décider. Si on parle de l'emploi, on parle de l'accès à l'emploi pour le Congo paritaire.
Moi, je dirais que il y a trois choses qui bloquent la femme. Pas seulement la femme congolaise, mais la femme En général. en général. La femme ne sait pas dire non pour diverses raisons. La femme ne sait pas demander. Demander et revendiquer ce qui lui revient. Et la femme a beaucoup de pudeur à pouvoir à entrer dans les sphères, hein, qui peuvent lui permettre de réaliser ses ambitions. Donc, regarder en face ce qu'elle veut réellement par rapport à ce qu'elle peut renoncer vis-à-vis de la société. La société donne un cocon à la femme pour lui permettre d'y rester. Quand je parle de la société, je parle de ceux qui la dirigent, de ceux qui en ont les rênes, les hommes. Quand nous restons femmes, totalement femmes, Ève avec ses enfants, la mère nourricière, nous donnons beaucoup de confort aux hommes qui se sentent dans leur rôle. dans leur il y a un mot que j'ai voulu utiliser mais qui m'a échappé, c'est pas grave, je vais regarder dans mon aide-mémoire. D'accord. Dans leur bastion. Voilà. Le bastion de l'homme qui est le pouvoir, il veut garder. Et quelque part dans notre inconscient, nous les femmes, quelque part, nous avons aussi toujours un peu tendance à garder notre bastion de pouvoir qui est la famille. Parce que nous devons former l'être humain que nous allons déverser dans la société. Qu'est-ce que ça donne? Une ambivalence. On ne sait pas trop si, en acceptant de faire les deux, c'est-à-dire jouer le rôle de la femme et jouer le rôle de l'être humain ambitieux, si nous pouvons réellement y arriver. Parce que dans le jugement qu'on a de la femme, justement dans le milieu de l'emploi, puisque c'est de ça que nous parlons, on ne tient pas compte du stress que peut subir la femme dans sa vie réelle. Physiologiquement, elle fait des enfants. Psychologiquement, elle doit tenir la compétition avec l'homme. L'homme qui est dans son bastion, où tout est dressé pour qu'il puisse arriver à ce à quoi il veut arriver. Il y a un réel problème. Comment arriver à concilier les deux? Ça, c'est le combat, justement, ça rentre dans le combat alors authentique, qui me demande à moi, Bernadette, d'être là le 8 mars et de brandir le drapeau du combat de la femme. C'était un vrai combat. Voilà. Bernadette Pondou, vous voyez, il y a 13 ans, vous disiez ces choses-là. Je parlais des racines d'un combat, je parlais des résultats. Vous vous projetez déjà que la femme prendrait dans les 20 années, elle allait avoir un résultat. Et voilà, moins de 20 ans, et quelque chose est arrivé. Quand vous suivez cela, personnellement, ça vous dit quoi? Vous voyez dans ce cours, cette genèse, cette pétillance. Quand je vois ça, je suis étonné moi-même de la conscience que j'ai de l'état de la femme et tout simplement de l'humain en général. Comme je vous dis, n'étant pas féministe, tout ce que je suis en train de dire de la femme est valable pour l'homme. Donc cette conscience qui m'a fait passer les étapes de ma vie avec beaucoup de recul, en sachant que le plus grand combat est en moi-même. Le plus grand combat est en moi-même et je pense que Dieu aidant, parce que je suis profondément croyante, vous avez pu le lire entre mes propos et je le suis encore plus aujourd'hui, je me dis que on y arrive. On y arrive. Avec la volonté, avec la confiance au Créateur, avec tu vois, cette écoute de notre nous intérieur, on y arrive. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Et la plupart des femmes qui sont arrivées aujourd'hui, 13 ans plus tard, comme on l'a dit dans l'émission, les femmes qui sont arrivées aujourd'hui sont des femmes, regardez bien leur parcours. Vous verrez que dans la lecture du CV, entendez ce qu'on a dit par exemple de Madame la Première ministre. C'est une combattante de la première heure. C'est une scientifique, c'est une femme intelligente qui a fait ses preuves. Une mère femme au foyer, femme au en foyer. même temps dans les bastions. Exactement, exactement. Voilà. Donc, vous savez, quand on vous entend parler, je risque d'oublier que j'ai un autre sujet à aborder avec vous. Exactement. Et évidemment, nous avons fait cette première partie un peu pour évoquer le combat de la femme. Mais vous le portez tellement mieux aujourd'hui que vous êtes dans les secteurs de mine. Parce que les violences aujourd'hui, les plus grandes violences faites à la femme et à l'enfant, sont malheureusement des violences venues de l'exploitation illégale des ressources qui ont entraîné des hommes en armes et qui ont entraîné la guerre et
pour les viols, etc. et tout ce que vous savez. Donc le côté, la femme et la mine, ça devrait être un mariage positif, mais j'ai l'impression que le développement des mines dans le pays, ça a été un coup de massue sur la condition de la femme. Je ne le dirai pas de cette manière. Je ne le dirai pas de cette manière parce que c'est un grand débat. Moi, je suis parti d'un constat parce que je suis dans le secteur, mais bon, c'est que vous ne savez pas ce que j'ai toujours vécu. J'ai toujours été dans le secteur minier. Même quand je menais mon combat politique, techniquement, j'ai toujours été mandataire en mine et carrière. Et vous le savez très bien, et c'est pas vraiment nécessaire de le rappeler ici, je n'ai pas eu de hautes fonctions qui pouvaient me permettre d'avoir une certaine opulence dans le... je veux dire logiquement, mais j'ai toujours été vécu à un certain niveau parce que j'ai toujours travaillé dans le secteur minier. Ça, c'est quand même un rectificatif qu'il fallait que je puisse apporter. Voilà. Bon, maintenant, je reviens sur le sujet que vous venez de soulever. Quand j'ai pris la décision de n'évoluer que dans le secteur minier, il y a des évidences qui sont venues vers moi en tant que leader. Le leadership exige que nous puissions apporter des solutions au plus grand nombre. Je suis une femme, je regarde autour de moi. Le constat est lequel? Le constat est que depuis plusieurs années, je ne suis pas la première personne à le dire, les femmes ont toujours été dans le secteur informel et dans le secteur, comment je peux dire, économique, mais informellement. C'est elle qui élève les enfants, c'est elle qui fait ci, c'est elle qui se débrouille. Ça, c'est une observation globale. Alors, le paradoxe, en fait, c'est quoi? C'est que le secteur minier, qui est le secteur le plus porteur économiquement dans notre pays, est malheureusement ou d'une manière invraisemblable, c'est le secteur dans lequel on ne voit aucune femme. Presque aucune, parce que bon, M. Kalenga est 5%, c'est une insulte à la femme congolaise d'aujourd'hui. Alors j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, cet écart, je veux dire cette absence est due à quoi? La réflexion m'a poussé à déduire, je veux dire, quelques raisons. Hein. La première raison est que la femme ne s'occupe pas du secteur minier, qu'elle estime être un secteur vraiment masculin. La femme ne s'occupe pas du secteur minier parce qu'elle estime que c'est le secteur, vraiment c'est le domaine de prédilection du gouvernement. Quand on parle du secteur minier, on parle des gros industriels, des partenaires de l'État congolais. Voilà, donc il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour la petite débrouillardise informelle, pensait-elle. Autre chose, c'est que la femme observe, elle se rend compte que bon, pour être dans le secteur, travailler dedans, il faut être géologue, il faut être métallurgiste, etc., ingénieur, voilà, triple étoilé de je ne sais quoi. Et ce sont des filières que la femme n'exploite pas au cours de son parcours scolaire, académique. Donc du coup, ça semble un peu évident que bon, qu'elle regarde les secteurs de loin. Mais bon, moi je me suis dit, mais ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de travail pour la femme dans le secteur minier. Et décrier les conditions dans lesquelles les femmes travaillent, etc. Parce que, bon, humainement parlant, physiquement parlant, c'est un secteur assez tellement éprouvant que la femme. Or, il y a aussi d'autres secteurs annexes. Il y a la transformation des matières, il y a l'administration dans le secteur minier, il y a énormément de possibilités pour pouvoir donner à la femme l'opportunité de pouvoir s'épanouir économiquement dans le secteur. Il y a, je venais de dire tout à l'heure que nous avions eu une femme à la tête
du ministère des Mines, qui, elle aussi, a entraîné, en tout cas, a engagé et envoyé dans l'administration Beaucoup de beaucoup de femmes. femmes. Mais il y a une chose encore plus, je veux dire, plus glorieuse pour la République, c'est la loi sur la sous-traitance, la loi du 8 février 2017, qui est, elle, asexuée, qui donne la possibilité à Tout le tous les monde. Congolais de pouvoir assouvir ses ambitions de richesse, pourquoi pas de devenir... Faire des Congolais de des faire des millionnaires, Congolais, bon, disaient, exactement. disaient les chefs de l'État. Exactement. Donc ce secteur aussi, c'est un secteur qui est assez ouvert et qui, par ignorance, n'a pas attiré les femmes parce qu'elles ne savaient pas. Donc dès que j'ai pris les rênes de la coordination de la Chambre des Mines, parce que je suis restée quand même encore coordonnatrice, malgré le fait que j'ai été votée vice-présidente, j'ai instauré quand même une célébration, une journée d'information pour apporter quand même la bonne information à la femme. Je pense que la première édition, vous l'aviez animée. Après, je pense que, bon, vu vos multiples Non, occupations... non, j'ai été viré, bon, c'est Voilà. pas mauvais. Donc, Viré. nous avons instauré cette journée-là que nous avons appelée la Women's Day, la 6e Women's Day, donc la Chambre des Mines, journée de la femme, où nous apportont toutes les informations nécessaires pour pouvoir convaincre Permettre la à la femme femme de d'accéder, pouvoir ouais. prendre la décision responsable de venir s'épanouir économiquement dans le secteur minier. Ça a apporté des fruits, ça a vraiment apporté des fruits parce que depuis la première édition qui a eu lieu en 2022 et jusqu'aujourd'hui en 2024, nous avons eu la dernière édition, nous avons eu quand même certaines femmes qui se sont lancées et qui ont fait leur témoignage la dernière fois, qui brassent maintenant des centaines, des milliers de dollars et c'est assez encourageant. Donc voilà, je reviens maintenant à votre préoccupation. Le secteur minier n'a pas éjecté la femme. Le secteur minier est un secteur qui est ouvert. Maintenant, évidemment que rien n'est jamais fait au hasard. Quand on voit que la femme n'est pas là, souvent aussi, ce n'est pas dû au hasard. D'accord? J'ai mis en avant, je veux dire, mes idées à moi, ma propre analyse, mais d'une manière intrinsèque, d'une manière fondamentale, il y avait aussi quand même certaines raisons. Vous voyez par exemple dans l'industrie minière, nous prenons toute l'industrie, nous prenons toute l'administration, nous prenons, je veux dire, tout secteur confondu au sein du secteur minier, on n'a pas plus de 5% des femmes. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'au fait, il n'y a aucune politique Pour la promotion pour de la pouvoir femme dans faire le la secteur minier. promotion de la femme. Il faut une politique bien réfléchie et bien structurée pour pouvoir accueillir la femme à tous les niveaux de ce secteur pour que le pays ne puisse pas s'exonérer de l'intelligence de la femme pour faire développer ce secteur qui est si important dans notre vie nationale. Donc le travail actuellement, c'est de voir du côté du gouvernement, de voir les quotas au niveau de l'affectation dans l'administration minière, regarder au niveau des sociétés, de l'industrie, voir les politiques d'encouragement, je veux dire la promotion, mettre vraiment une politique de promotion de la femme à tous les niveaux pour qu'elle puisse avoir une certaine visibilité. Parce que si vous voulez, on peut compter du bout du doigt. La présidente d'Ivanoé, c'est une dame. La présidente de Glencore, RDC, la vice-présidente, c'est une dame. Et puis bon, je peux juste aussi continuer. Bon, la vice-présidente de la Chambre des Mines, c'est une dame. On a quelques grandes directrices dans ce secteur, mais bon, ça ne dépasse pas les... Vous n'avez pas 20 femmes de tête. Donc on a moins de 5%. Est-ce que vous avez trouvé des interlocuteurs pour pouvoir implémenter cette politique de promotion, ou bien c'est un combat encore à la Pyrrhus? Bon, les interlocuteurs, il y en a, mais le combat reste ce que j'avais dit. C'est un appel individuel. Alors, revenons à la Chambre des Mines. Bon,
c'est vrai que vous avez des compétences, vous êtes mandataire en mine depuis très longtemps. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, et nous sommes allés faire un reportage avec AMB. Exactement. C'était Voilà, un vous avez très investissement bonne russe, mémoire. Oui, voilà. voilà, de près de 100 millions 100 de millions de dollars. dollars. Vous étiez pas dans les parages, hein, vous étiez là. Oui, voilà. Un peu J'étais comme la leur marraine. avocate, oui, Voilà, leur voilà. avocate à l'époque. Donc, c'est un secteur sur lequel, et les gens qui vous connaissent savent que vous avez aussi grandi dans les Katanga. Exactement. Donc, je crois que c'est le mariage, l'identité, c'est bien. Mais la chambre des mines, c'est quand même le pivot de notre économie, d'autant plus qu'elle est tirée par les mines. Qu'est-ce que la chambre des mines poursuit comme objectif? Quels sont les... Pourquoi est-ce elle est là? Qu'est-ce qu'elle veut, la chambre des mines? Elle veut quoi? Ouais, la chambre des mines, au fait, c'est une émanation, c'est un département de la FEC, qui est la Fédération des entreprises du Congo. Dans le temps, on appelait, la chambre des mines, au fait, était appelée Commission nationale des mines. Bon, puisque nous sommes un pays vraiment dont l'économie est activée par le secteur minier, nous n'avions pas de chambre de mines en tant que telle. Donc il fallait que nous puissions nous allier aux autres chambres des mines de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est avec lesquelles nous travaillons, avoir la même appellation pour pouvoir adhérer à la MIASA qui nous donnait, qui a comme exigence de ne récupérer que des chambres des mines. Voilà, donc nous avons adopté cette appellation-là. Alors maintenant, en fait, c'est quoi le rôle de la chambre des mines? La chambre des mines a un rôle charnière entre la tripartite qui est constituée du gouvernement, de l'investisseur et de la société civile. Donc nous sommes là en train de regarder au fait un problème de conformité. Est-ce que les investisseurs qui sont au Congo agissent d'une manière conforme selon notre loi? Est-ce que le gouvernement remplit toutes les promesses de partenariat, hein, et respecte toutes les clauses de partenariat qu'il a avec son investisseur? Bon, la société civile, donc la population, nous tous, voilà. Bon, regardez, il y a un travail ici. Vous avez quelque chose à dire parce que les terres congolaises que les miniers exploitent appartiennent à la population. Donc nous mettons à leur disposition toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent comprendre et faire des suggestions, etc. Donc c'est une tripartite au fait qui est là, qui existe depuis des années parce que la chambre des mines en tant que chambre des mines existe quand même depuis plus de 15 ans. Plus de 15, je dis bien plus de 15 ans, je pèse bien mes mots, ça peut être un peu plus. Et nous fonctionnons de cette manière. Vraiment, je l'ai expliqué hein, pour que même les enfants puissent comprendre. Voilà. Est-ce que tous les opérateurs miniers sont membres de la chambre des mines? Nous avons tous ceux qui comptent. Tous ceux qui comptent sont dans la chambre des mines. Nous avons plus de 78 membres. Voilà, donc tous ceux qui comptent. Je parle ici d'Ivanoé qui est le plus grand. Je parle de Glencore qui est aussi le plus grand dans son domaine d'exploitation. Et ceci, que ce soit l'entreprise publique ou l'entreprise privée, essentiellement privée. Bon, pour la plupart, vous voyez, bon, on parle par exemple de Glencore, on parle d'Ivanoé. Ils ont des sociétés avec l'État. Ils ont un partenariat avec l'État. Oui. Absolument. Alors, le mot, ce qui compte est un mot un peu... Bon, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, ceux qui ne comptent pas, les petits là, n'ont aucune place. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas, ils n'ont aucune place. Vous savez, nous vivons un paradoxe ici. Vous voyez, par exemple, il y a certaines sociétés. Ça me fait, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, de toute façon, c'est de notoriété publique. Certaines sociétés à capitaux chinois plutôt, ben, ils ont leur espèce de chambre des mines, ce qui est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, il existerait une chambre de mines parallèle. Parallèle, ben, nous sommes en train, contre laquelle nous nous battons évidemment, parce qu'on ne peut pas venir au Congo et instaurer tout un système pour protéger. Est-ce qu'on vous les avait approchés? Oui, bien sûr. C'est un problème de langue, de barrières, etc. Non, on les a approchés. Pour quelles raisons ils se mettraient eux seuls en dehors de vous? Nous ne comprenons pas ces raisons-là. On ne les comprend pas parce que bon, c'est pas dans nos compétences d'aller chercher leurs raisons. Mais tout simplement, nous savons que dans le secteur minier, nous avons tous les mêmes problèmes.
nous avons tous les mêmes problèmes le langage au fait que nous avons apporté, parce que j'ai initié plusieurs réunions. Bon, si c'est possible, on enverra même les images. On a été les rencontrer à Lubumbashi, on a rencontré l'ambassadeur ici pour que nous puissions en parler. Mais il se trouve juste que bon, ils ont trouvé leur propre moyen de régler les problèmes qui sont liés. Ce sont les problèmes communs, hein, mais bon, ils ont trouvé leur propre moyen de régler leurs propres problèmes et tout. Mais je crois qu'avec le temps, nous avons remis en tout cas la démarche sur les rails. Je crois que nous allons les récupérer, nous allons pouvoir travailler Ce ensemble. n'est pas la survivance de cette guerre commerciale entre les capitaux étrangers occidentaux et le monde chinois qui se tiendrait ici. Non, je pense plutôt que c'est par pragmatisme. Ah bon, donc Oui. ils ont compris Il y a qu'ils peuvent certaines, régler son ils peuvent régler sans passer par la lourde administration de la Chambre des mines ou de la FEC et tout. Ils ont trouvé leur propre voie pour entrer au Congo. Ben, ils ont trouvé aussi leur propre voie pour se pouvoir protéger. régler exactement. Et ceci, Mais bon, l'État. c'est chimérique parce que nous avons les mêmes problèmes. L'État, c'est l'État qui nous couvre tous, qui couvre tous les permis qui circulent, qui leur permettent de travailler. Donc, on a, voilà quoi, c'est juste un désordre qu'il y a dans le secteur, mais bon, Alors, pour lequel on va trouver une dans les solution. meilleurs des cas, vous avez de bons rapports avec l'État congolais, vous êtes des plus grands contributeurs. Alors, dans les pires des cas, vous êtes l'association des pilleurs, donc ceux qui sont installés ici pour prendre les richesses du Congo et dribbler le mot, entre guillemets, dribbler l'État, ne pas payer les impôts comme il faut, faire de fausses déclarations, et entre guillemets, c'est donc les miniers qui seraient à l'origine de la débâcle, qui pourraient faire dire un jour à la plus haute autorité, je crois que les deux présidents l'ont dit, que nous voyons la croissance minière augmenter, mais la population, elle ne se retrouve pas. Vous avez entendu cette parole-là du chef d'État? Nous avons entendu Ouais. cette parole et je crois que c'est pour ça que dès que je suis devenue coordonnatrice de la Chambre des mines, j'ai l'administration en charge et j'ai aussi la communication. J'ai instauré immédiatement le système de conférences de presse pour pouvoir donner notre version, la version des miniers. Vous savez, je venais de vous dire tout à l'heure, nous ne sommes pas contre l'État congolais et nous ne sommes pas résolument pour nos membres. Nous sommes vraiment l'église au milieu du village. Nous veillons à ce qu'il y ait un civisme fiscal, un civisme tel que les miniers puissent justifier en tout cas la raison de leur partenariat avec l'État congolais. Et je vais vous dire que c'est le secteur minier qui est le poumon de l'économie congolaise. Il y a des mécanismes par lesquels, les mécanismes établis juridiques, qui permettent le paiement de tout ce que les miniers doivent à l'État congolais, selon évidemment l'esprit des textes de leur entente, de leur partenariat. Les miniers payent tout ce qu'ils doivent payer. Ici, je vous passe des chiffres parce que ce n'est pas, je ne suis pas venu donner des chiffres, mais je vous dis que les miniers payent. Et quand il y a un problème de paiement, vous savez, il y a toujours des amendes qui coûtent tellement cher qu'ils préfèrent toujours payer à temps et en heure. Éviter les amendes. Éviter des amendes. Donc, s'il y a un problème avec l'utilisation de l'argent que les miniers payent, ce n'est pas à nous de venir justifier, ce n'est pas à nous de venir retracer où va l'argent que payent les miniers, parce que notre compétence à nous et notre devoir à nous en tant que miniers est limité. Nous payons ce que l'État congolais nous exige et puis nous nous arrêtons là. Mais par contre, il y a énormément de sujets qui fâchent dans la relation, dans le partenariat entre l'État congolais et ses partenaires et ses investisseurs. Il y a énormément. Ici, nous parlons souvent des problèmes de parafiscalité. Le régime fiscal des miniers, du secteur minier, est consigné dans le code minier, dans la réglementation minière. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans le secteur, tous les miniers ils sont obligés, ils croulent sous au moins 167 taxes.
qui ne figure pas, dans le code minier, qui ne figure dans pas, le règlement minier. qui ne figure pas. Donc nous sommes dans une espèce de bouillabaisse qui ne dit pas son nom. Et c'est un problème. C'est un problème parce que pourquoi ces taxes? Il y a toujours des justifications. Et nous sommes dans des discussions inextricables. Nous avons des problèmes de contrôle intempestif. Tous les miniers sont contrôlés par toutes les régies financières ici qu'on ne comprend pas. Ceux qui sont habilités à contrôler et ceux qui ne le sont pas. Nous avons même des missions de contrôle des deux chambres de notre Parlement. Il y a des missions qui descendent, nous, voilà, c'est la chambre haute, c'est la chambre basse et tout. Mais vous regardez dans la réglementation, vous regardez dans le code. Non, ils n'ont pas compétence. Donc nous sommes dans des situations telles que si les miniers se levaient et commençaient à se plaindre, je pense que l'État aura beaucoup de mal. Mais les miniers se sont plaints parce que ils ont quand même, il y a eu à un moment donné une forme de réclamation sur le code lui-même, parce qu'il y a eu révision du code minier, il a fallu que l'on puisse revenir sur ça. Il y a eu quand même énormément de plaintes. Donc, quand on a revu le code pour la première fois, il était prévu qu'il y ait une évaluation après 5 ans. Mais après 5 ans, il y a eu beaucoup de voix qui se sont levées pour essayer de faire passer certaines histoires et tout. Bref, c'est un débat qui est encore sur les tables de toutes les autorités qui ont compétence à la matière. Mais il y a des réels problèmes. Mais tout ce que l'opinion doit retenir de cette émission, par exemple, c'est que le pays n'a jamais été pillé. Tout ce que les miniers sont en train de faire aujourd'hui, les miniers, pour la plupart, ils sont en partenariat avec l'État congolais, avec des clauses bien précises et avec vraiment en tout cas un respect, bon, je dirais pas mutuel des clauses, mais en tout cas. C'est vrai que cette émission, elle va tellement vite qu'on ne se rend pas compte du temps qui passe. Ouais. On va aborder une dernière question. C'est vrai que la Chambre des mines, c'est une des chambres qui a, vous l'avez dit vous-même, les acteurs les plus importants. Donc en réalité, ce sont les premiers investisseurs. Et c'est vers vous que la loi, vous l'avez un peu vanté un tout petit au début, la loi sur la sous-traitance a été mise en place pour que les grosses machines, notamment les grandes entreprises, puissent dans leur fonctionnalité laisser les activités secondaires à des entreprises congolaises. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle la sous-traitance et ça devait être le pactole sur lequel les Congolais allaient comme s'enrichir. Exactement. Mais on se rend compte que la RSP, les grandes résistances viennent de ces compagnies, que la Chambre des mines en général, par ses membres, n'aurait pas un bon feeling avec la RSP. Qu'est-ce que vous reprochez à l'autorité de régulation? Qu'est-ce qui n'est pas fait de manière à vaincre vos résistances? Parce que normalement, ça devait se faire, mais la RSP se plaint, vous vous plaignez. Pourquoi la relation n'est pas harmonieuse avec la sous-traitance? La relation, je ne peux pas dire que la relation n'est pas harmonieuse parce qu'il n'y a aucune raison qu'une institution étatique puisse être un problème pour les partenaires que sont les investisseurs miniers, qui est l'industrie minière. C'est juste une question d'approche. C'est juste une question d'approche et juste une question de compétence aussi. Quand vous vous rendez compte que bon, vous vous réveillez un matin, vous vous réveillez avec des recommandations pendant que c'est la société qui connaît ses besoins et qui sait dans quel secteur il veut faire le recrutement des gens, des entrepreneurs congolais avec lesquels il va, des sociétés congolaises avec lesquelles il va travailler. Ça pose un problème. Au niveau de la FEC, par exemple, la question est de savoir sur quelle base, en fait, on sélectionne, pour ne parler que de la dernière liste, les 25... La dernière liste que le DG de la RSP a publiée pour dire voilà les entreprises qui vont être dans la sous-traitance. Sur quelle base? Parce qu'il y a... Il n'y a pas eu consultation, il n'y a pas eu... Non. Sur quelle base on va prendre 25 sociétés pendant qu'il y a énormément de sous-traitants
qui sont habilités à pouvoir faire le travail. Je veux dire, ce choix préférentiel n'est pas du goût de ceux qui n'ont pas été, qui ne se sont pas retrouvés là-dedans. Nous sommes la FEC. Nous sommes déjà on est une association. Nous sommes là pour pouvoir créer des richesses. Nous sommes là pour pouvoir donner des voies et moyens, donner des possibilités, que ce soit techniques, que ce soit des opportunités aux Congolais qui veulent s'épanouir dans un secteur donné. Nous ne sommes pas sous la tutelle d'une quelconque institution étatique qui puisse nous dire ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Mais ce qui est vrai, c'est que quand il existe une loi, il y a aussi quand même un cadre je veux dire, comment, Les modalités pratiques. il faut qu'il y ait un cadre pour pouvoir bien diriger cette loi et pour pouvoir, oui, un cadre de réglementation. Un cadre de réglementation, c'est très très important. Mais jusqu'aujourd'hui, on a juste l'impression que le rôle noble que doit jouer, que joue, hein, qu'on le veuille ou non, que joue l'RSP, parce que c'est pour l'intérêt de tous les Congolais. Nous tous, nous avons fondé nos espoirs là-dedans. Mais nous avons l'impression qu'il y a des incartades qui ne se justifient pas dans la loi et qui donnent Au aux niveau, autres... je vais essayer de réfléchir ce que nous avons appris un peu au niveau de la RSP. Ouais. Au niveau de la RSP, ils disent que l'État a imposé une loi. Donc, en disant, c'est une loi préférentielle. La préférence congolaise Exactement. dans les secteurs miniers, dans tous les secteurs d'ailleurs, Exactement. quand il s'agit de la sous-traitance. Exactement. Mais en même temps, l'État a dit, pour être opérationnel comme sous-traitant, il y a des conditions qu'il faut remplir. Donc il faut avoir l'habilitation au niveau de la RSP. Exactement. Peut-être que les entreprises qu'on vous a présentées ont rempli cette habilitation, pas forcément qu'on vous les a imposées, mais on leur a fait soumettre des conditions d'existence, de respect de la loi, et surtout passer cette étape-là, on vous dit, voilà, si vous voulez faire la sous-traitance, voilà les entreprises habilitées. Est-ce que ce n'est pas cette manière-là qu'il fallait peut-être comprendre? Non, mais Monsieur Kalingai, vous êtes en train de parler à la coordonnatrice, d'accord, nationale, Oui, du club national des sous-traitants. bien sûr. Voilà. Le club national des sous-traitants existe depuis 2020. Donc les sous-traitants dont je parle sont des sous-traitants du secteur minier. Parce que moi, dans mes prérogatives actuellement comme vice-présidente en charge de l'entrepreneuriat, c'est sur la sous-traitance que je me focalise. La sous-traitance existe bel et bien dans le secteur. Il y a énormément, peut-être pas assez, peut-être pas autant qu'on en voudrait, mais il y a des sociétés congolaises qui travaillent avec les miniers. Il en existe. Il y a eu des problèmes de compétences, il y a eu des problèmes comme Efficacité, vous le savez, d'efficacité, etc. Mais ce sont des problèmes qui se résorbent avec le temps. L'ARSP vient, il encadre les sous-traitants. Oui, grand bien lui fasse, il est dans son rôle. Mais quand on en arrive à pouvoir imposer un certain nombre de sociétés, lesquelles sociétés ne représentent pas forcément les sociétés avec lesquelles nous travaillons déjà, mais qui ne représentent pas forcément les besoins que nous avons pour le moment, et en désespoir de cause, on ne les utilise pas, les sociétés sont déçues, la RSP est déçue, mais la vie ne s'arrête pas là. Les besoins sont énormes. Nous sommes en train, en tout cas du moins dans mon département, j'ai tout un plan d'action pour pouvoir donner des réponses à toutes ces préoccupations, parce que ce sont des préoccupations antérieures à ma nomination, et ce sont des préoccupations vraiment, vraiment, je veux dire, importantes, qu'on ne peut pas négliger. Nous avons tous un seul objectif, c'est de pouvoir promouvoir la classe moyenne des Congolais. Nous avons tous la même préoccupation, c'est de pouvoir sortir des millionnaires de notre pays. C'est important, c'est là nous savons que c'est possible. Mais nous devons prendre une politique, des politiques intelligentes, des politiques qui intègrent toutes les problématiques qui se présentent, qui ne sont pas à négliger pour que les choses puissent aller de l'avant.
les bras de fer qui se passent et tout. Vous voyez bien que je suis embarrassé parce que je ne peux pas, clairement, patriote que je suis, jeter de l'opprobre sur l'ARSP. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je ne peux pas non plus prendre l'eau du bain et le bébé qui représente les sous-traitants. Non seulement les sous-traitants, mais l'industrie minière que je représente est jetée. Moi, je sais que nous avons tous les mêmes préoccupations, mais nous n'avons pas la même approche. Et ce qui serait vraiment bien, que ce soit dans les chefs des Congolais qui sont maintenant aujourd'hui presque dans la rue en train de réclamer une certaine justice que le fait de l'existence de la loi ne leur apporte pas. Mais il faut prendre le problème lié à la sous-traitance avec comme solution les miniers. Les mettre comme comment je peux dire, comme partie prenante à la situation qui se pose à nous et trouver des solutions ensemble. Tant que nous chercherons des solutions à l'encontre, même pas de leurs intérêts, mais de leur politique interne sur la sous-traitance, de leur politique, nous aurons toujours des problèmes. Nous aurons des problèmes, mais moi je pense que ce sont des problèmes qui sont appelés à être résolus et le plus tôt possible parce que nous les Congolais, on est maintenant pressés. On veut y arriver. On veut y arriver et c'est dans notre droit. Madame Bérénice Pondou, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Malgré que j'aurais voulu vous poser toutes ces questions, mais je me rends compte que le temps a fini par bonifier vos convictions. Vous avez certainement dit, vous avez raison, que le temps est facteur de maturation. Quelle capacité vous mettez en place pour jouer en fait cet équilibre entre les intérêts divergents? Alors je voulais vous demander d'adresser un petit mot parce que ce soir les sous-traitants vous ont suivi, ce soir la FEC vous a suivi, la Chambre de nous a suivi, l'ARSP vous a suivi, ce soir la population, les femmes vous ont suivi. C'est tous des catégories différentes, mais en même temps tous nous sommes animés par le désir d'améliorer nos vies. Alors vous êtes aussi une combattante de première heure. Quel message pouvez-vous adresser à toutes ces populations qui vous ont suivi, toutes ces catégories qui vous ont suivi aujourd'hui, quant à l'avenir de ce secteur? Nous voulons tous la même chose. Nous voulons que le Congolais puisse jouir des richesses que le bon Dieu lui a données. On n'est pas né Congolais par hasard. Donc c'est dans notre droit de pouvoir entrer en possession et nous réclamer plus que jamais Congolais et fiers de l'être. Ça c'est clair. Ça, ce sont les objectifs de la FEC qui est là, qui veille au grain. Parce que c'est la Fédération des entreprises congolaises qui veille au grain, qui veut que les Congolais puissent sortir de là. Nous avons l'ARSP qui représente la volonté du président de la République, du gouvernement congolais, de pouvoir quand même rétablir cet équilibre parce que ça nous a fait défaut depuis que l'union minière a existé, depuis que le Congo est exploitant minière. Ça fait au moins plus de 100 ans que nous exploitons les minerais du Congo et que nous n'avons sorti aucun enfant du Congo comme millionnaire, comme vraiment étant celui qui pouvait... C'est un challenge. Mais pour que nous puissions relever ce défi, il faut que nous puissions nous mettre d'accord sur la manière de le faire. Nous avons eu une première volonté qui est sortie du gouvernement. C'est la loi sur la sous-traitance, qui est vraiment une loi révolutionnaire qui est venue nous ouvrir les yeux sur ce qui nous appartient, en tout cas du moins en partie, parce que l'idée ce n'est pas de rester que dans la sous-traitance. L'idée c'est que le Congolais puisse devenir propriétaire minier. Et ça c'est demain, ou moi je dirais c'est déjà aujourd'hui. C'est déjà aujourd'hui parce que le temps n'est pas toujours avec nous. Alors, sous ce point de vue-là, ce que nous voulons, c'est que les institutions puissent se mettre d'accord. Nous avons un rôle ingrat. Le rôle de pouvoir expliquer aux partenaires du Congo, expliquer les incohérences peut-être des uns et le fait du besoin d'un accomplissement quelconque des autres.
Les miniers, eux, ils veulent avoir une sous-traitance qui réponde réellement à leurs besoins, à leurs intérêts. C'est tout simplement ça. Le Congo veut que cette sous-traitance puisse vraiment être effective, congolaise, pour que le Congo puisse se retrouver là-dedans. Il n'y a pas... Est-ce que vous voyez, il n'y a pas de divergence. Il y a juste un temps à prendre pour se mettre d'accord sur la manière d'y arriver. Et puis, le tour sera joué. Merci Donc, beaucoup. Moi, j'encourage les sous-traitants. Je suis leur combattante. D'accord. Merci beaucoup, Madame Bernadette Pundou. Un temps à prendre pour que l'harmonie rentre dans la maison. Et je crois que ce que nous pouvons nous aussi encourager, parce que nous faisons peut-être la sous-traitance de l'information. Nous voulons que vous puissiez vous entendre pour que l'harmonie revienne. Parce que le temps, nous perdons le temps. Nous perdons le temps et l'argent n'a pas besoin de bruit. Mesdames et messieurs, en votre nom à tous, je voudrais remercier sincèrement Madame Bernadette Pundou. Je disais au début de l'émission, la vie de chacun de nous est faite des témoins. En tout cas, en ce qui me concerne, ma vie professionnelle, elle est un des témoins qui a accompagné cette émission Droit à la parole pratiquement plus de 20 ans. Chaque fois, et j'ai toujours découvert l'enrichissement de sa personnalité et les possibilités qu'elle a développées pour pouvoir vous informer. C'est avec plaisir. De mon côté, je peux dire la même chose. Vous m'avez permis de pouvoir me rencontrer celles que je ne connaissais pas à travers vos émissions. Merci. Merci pour ça. Merci aussi. Nous allons devenir larmoyants tout à l'heure, non? Mesdames et messieurs, c'est donc fini aujourd'hui. Droit à la parole est terminé. Vous voyez que nous faisons un effort pour pouvoir partir de ce plateau, mais il faut quand même de temps en temps arrêter aussi, même ce qui est très bien. Au revoir, à la prochaine. Why,